Salut! Salut! C'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dysphorie de genre, puisque c'est un terme souvent utilisé lorsqu'on parle de transidentité. Et je dis on, puisque j'ai demandé sur Instagram la participation de quelques personnes qui nous ont donc partagé leurs expériences, leurs témoignages avec la dysphorie de genre. Nous les verrons dans la deuxième partie de la vidéo. C'est parti! Alors, la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est? Alors dysphorie, du grec ancien dysphoria, dérivé de dysphoros, se compose de dys, du grec ancien dus, qui exprime voilà une idée de difficulté, comme dans par exemple dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, ainsi que de phorie, du grec ancien for, qui exprime l'idée de portée. Dysphorie exprime donc quelque chose d'insupportable, d'insoutenable véritablement, contrairement à euphorie, qui exprime une idée de bien-être, de bien se porter. D'accord, très bien, merci Jean-Louis. Mais concrètement, la dysphorie de genre, c'est quoi? C'est le sentiment d'inadéquation qui peut être ressenti par une personne transgenre vis-à-vis du genre qui lui a été assigné à la naissance par rapport à son identité de genre. Par exemple, je suis un homme transgenre. Mon identité de genre est donc masculine, mais j'ai été assigné fille à la naissance. Ce qui a pour ma part engendré pas mal de dysphorie, notamment vis-à-vis de mes hanches, de mes fesses, de mes cuisses, de mon torse et de ma voix, puisque ces parties et aspects de mon corps tels qu'ils étaient avant ma transition médicale avaient une apparence que l'on qualifie de féminine lorsqu'on s'en tient au stéréotype de genre. Alors attention, petit aparté, la dysphorie de genre n'est pas à confondre avec les complexes, puisque comme son nom l'indique, la dysphorie de genre est spécifique au genre. Par exemple, en 2019, je pesais environ 7 kg de plus, qui étaient essentiellement répartis dans mes hanches et mes fesses, ce qui me rendait donc dysphorique, puisque la graisse dans ces zones est spécifiquement associée à la morphologie féminine. En revanche, lorsque j'ai perdu ces kilos et que je les ai repris fin 2020, grâce à la testostérone, je ne les ai pas tellement repris dans les hanches et dans les fesses, mais plutôt au niveau du ventre, ce qui est donc plutôt associé à une morphologie masculine. Donc à ce moment-là, je ne ressentais plus de dysphorie de genre à ce niveau-là, mais en revanche, j'étais complexé parce que je voulais reperdre ces kilos, ce qui est chose faite depuis. Alors jusqu'ici, je n'évoquais que la dysphorie de genre d'un point de vue physique, puisque c'est souvent celle que l'on connaît le mieux, étant donné qu'en biologie, on étudie les caractères sexuels mâles, les caractères sexuels femelles, et qu'on associe alors des morphologies et des traits physiques particuliers au genre masculin et féminin. Or, peut-être le savez-vous ou peut-être pas, mais bien que souvent le sexe et le genre correspondent, quand on est cisgenre donc, ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'on est transgenre. Et malheureusement, la biologie classique tient rarement compte de ça. Donc une personne dont l'identité de genre est par exemple féminine peut parfaitement avoir une morphologie d'homme lorsqu'on s'en tient à nos vieux cours de SVT du collège. Maintenant, il faut savoir évoluer avec son temps et simplement admettre que toutes les formes et tous les corps sont dans la nature et peuvent être associés à n'importe quel genre. L'important et la seule chose à laquelle il faut se fier est le ressenti de la personne concernée. Au-delà du plan physique, il y a aussi les stéréotypes de genre. Donc pour faire un petit rappel, les stéréotypes de genre sont tous ces dictats qui associent les garçons au bleu, aux cheveux courts, à la force, aux muscles, à la virilité, l'esprit de compétition, les voitures, le foot, la bière, aux métiers manuels tels que la mécanique, le bâtiment ou l'électricité, ou aux métiers intellectuels tels que hommes politiques, chercheurs scientifiques, etc. Et les filles aux roses, aux cheveux longs, aux robes, à la fragilité physique et émotionnelle, la maternité, le ménage et la cuisine, le goût de la mode et de l'esthétique, l'altruisme, les métiers de l'enfance tels que assistante maternelle, enseignante, etc. ou les métiers du soin tels que sage-femme, infirmière, psychologue, etc. Oui, il y a énormément de stéréotypes de genre qu'on oublie et qu'on ne voit pas. Donc pour conclure, la dysphorie de genre se manifeste lorsque l'on ressent que notre physique, nos traits de caractère ou nos centres d'intérêt par exemple, ne correspondent pas à l'archétype du genre auquel on s'identifie. Je vous laisse donc sur les témoignages que j'ai pu recevoir de personnes transgenres, non-binaires, etc. Et si vous ne connaissez pas spécifiquement la non-binarité et que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous renseigner davantage, sachez que j'ai fait pour l'instant 4 vidéos sur le sujet, dont je mettrai le lien en description. J'espère que ces témoignages pourront bien vous illustrer mes propos et vous permettront d'y voir plus clair. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jonas, j'ai 26 ans, je suis un homme transgenre et mes pronoms sont il et lui. Bonjour, moi c'est Axel, je suis un homme qui a été assigné fille à la naissance et mes pronoms du coup c'est il et lui. Salut tout le monde, moi c'est Eloï, je suis un homme transgenre et j'ai commencé le traitement hormonal il y a 2 semaines et j'utilise des pronoms masculins. Salut, je m'appelle Jérémy, j'ai 19 ans, je suis étudiant en psycho.
Mes pronoms sont Ul et Il, et je suis non-binaire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire d'être un homme ou d'être une femme. Donc je suis en soi F2X. Coucou, moi c'est Tokyo, je suis une meuf trans de 23 ans et mes pronoms sont elle. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis une personne trans non-binaire. J'utilise Yel comme pronom, avec des accords masculins ou féminins, ça m'est égal. Alors moi c'est Lélio, je suis FTM, donc de fille à garçon, et mes pronoms sont il et lui. Du coup, moi je m'appelle Elio, je suis un mec trans et mes pronoms sont il, lui. Salut, moi c'est Gabriel, je suis un mec, donc mes pronoms c'est il, lui. Salut, c'est Isaac, je suis un homme transgenre et mes pronoms sont il et lui. Du coup, hello, je m'appelle Peter, j'ai 18 ans, je suis une personne transgenre non-binaire et j'utilise les pronoms il et ol avec les accords masculins et neutres. Mickaël, 26 ans, pronom il et yel, et sous testostérone depuis 8 mois. Alors, je m'appelle Blue, mes pronoms sont elle, il, yel. Je me définis comme queer. Je suis et féminin et masculin. Très souvent dans ma tête, je me pense au masculin quand même. Bonjour, je m'appelle Esteban, je suis un homme trans, j'ai 45 ans. Mes pronoms sont il. Du coup, je m'appelle Claire. Du coup, je suis assignée du sexe féminin dès la naissance. Je suis non-binaire et je demande pas spécialement à ce qu'on me mette de pronoms, bien que j'ai tendance à préférer qu'on me genre au masculin. Salut, je me présente, je m'appelle Isaac. Mes pronoms sont il, lui. Moi, c'est Hayden. Donc j'ai 26 ans, de genre masculin. Je m'appelle Sam, je suis non-binaire, j'ai 21 ans et j'utilise les pronoms neutres et masculins. Je vais parler de ressenti. C'est un ressenti perpétuel de dissociation, on va dire. De dissociation dans son identité, dans son corps, dans ce qu'on se ressent être, et ce qui est perçu de nous et ce que les autres perçoivent de nous. Pour moi, la dysphorie de genre, c'est la sensation de malaise ou d'inconfort quand la perception des autres sur notre genre est totalement erronée. Du coup, ça crée une sensation de souffrance interne vis-à-vis de l'image qui nous est imposée, alors que notre réelle identité n'est totalement pas ce qu'ils perçoivent en fait. La dysphorie, c'est un sentiment assez bizarre, ça dépend vraiment des personnes. Ça va être soit un inconfort vraiment passager, ou alors ça peut être aussi tous les jours une grosse douleur psychique. Mais c'est un sentiment de détestation du corps ou de certaines parties. Alors pour moi, la dysphorie de genre, je verrais ça vraiment comme un mal-être, autant en fait physique que mental. Après évidemment, ça dépend des personnes. D'autres personnes ressentiraient ça plus physique ou plus justement mental. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la personne. On pourrait répondre l'entièreté du corps, on pourrait répondre même au-delà du corps, l'entièreté de la vie qui nous a été proposée, qui n'était pas à la bonne place, on va dire, on n'a pas été considéré tel qu'on est réellement. D'un point de vue physique, moi j'ai beaucoup de dysphorie au niveau de mes hanches parce qu'elles sont assez larges, au niveau de ma barbe que je n'ai toujours pas. Et même si j'ai accepté ma petite taille, ça reste un détail physique qui vont pousser les autres à me dire madame plutôt que monsieur. Donc ça peut aussi faire partie de ma dysphorie. Les parties de mon corps qui me font me sentir le plus dysphorique sont la poitrine, ma voix, si on peut appeler ça une partie qui est pas encore assez grave à mon goût, mon visage, ma mâchoire qui n'est pas très carrée, et mes cuisses. Au niveau de la dysphorie physique, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis sous testostérone, ça peut s'entendre à ma voix. Mais du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas ressenti de dysphorie, et heureusement. Mais par contre, quand j'étais au lycée, du coup, avant que je prenne de la testostérone, je ressentais pas mal de dysphorie, notamment au niveau de ma taille, au niveau de ma voix et au niveau de mes jambes, de mes hanches. Mais c'était principalement à cause de la perception des autres, de l'image qui m'imposait en fait. Et puis par exemple les hanches. Les hanches aussi, ouais. Enfin, la distribution des graisses, qui est pas comme je souhaiterais par exemple. Pas assez de muscles, enfin tous ces trucs où on se dit mince, pourquoi j'ai pas ça comme les copains, etc. J'avais beaucoup plus de poids à l'époque. Mais pour autant, c'était pas le fait d'avoir du poids, c'est que ma graisse se répartissait dans les fesses, dans les hanches.
Donc ce qui était quelque chose qui jouait sur la perception que les gens avaient. J'étais perçue comme féminine beaucoup plus facilement. Depuis la puberté, je ressens une dysphorie très forte par rapport à ma poitrine et également à ma voix. À chaque fois que je parlais, il pouvait bien me genrer avant, et puis dès que j'ouvrais la bouche, bah, madame, alors que je ne suis pas une madame. Ça a commencé vraiment avec la poitrine. Quand ma poitrine a commencé à pousser, c'est là où je me suis senti vraiment mal, où je commence à mettre des pulls larges pour cacher cette poitrine parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Du coup, moi, la dysphorie, ça a été au niveau des seins, plus la volonté d'avoir un torse. Et ça peut être terrible parce que même dans le couple, parfois on se sent tellement masculin que lorsque son partenaire touche tes seins, ta poitrine, déjà tu voudrais pas qu'ils aient cette forme-là, tu voudrais pas non plus qu'ils provoquent cette sensation-là. Et c'est ce genre de moments qui peuvent être dysphoriques pour moi, en fait. Toutes les parties, une fois qu'on est pubère, qui peuvent être difficiles, sont problématiques pour la dysphorie de genre. Donc forcément, ça engendre de grosses insécurités physiques, notamment vis-à-vis de la féminité, mais pas seulement, parce qu'on a un besoin de compenser ces insécurités physiques par des atouts physiques, justement. Donc chez moi, ça a engendré des TCA. C'est le cas depuis longtemps et c'est une grosse souffrance. Ça a engendré une prise en charge, des traitements, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. La dysphorie a commencé à apparaître à l'âge de 21 ans lors de ma grossesse, d'où le ventre rond d'une personne enceinte, la poitrine, les hanches, mais surtout le rôle de femme que je devais tenir, le rôle de mère que je devais tenir auprès de la société. Je devais affirmer en fait auprès de la société un genre qui n'était pas le mien. Mais moi j'aime bien chanter et donc avant, quand ma voix avait pas encore mué, ça créait beaucoup de dysphorie en moi parce que j'écoutais ce que je chantais et je me disais bah ouais c'est bien mais ta voix elle est claquée au sol, c'est celle d'une fille quoi. Après, au quotidien, ma voix me créait beaucoup de dysphorie. Par exemple, j'avais un stage, j'avais 18 ans quand je faisais ce stage, et j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, c'est ton stagiaire de 3e ». J'étais en BTS. Je veux dire, je serais un mec cis, ça me dérangerait pas. Mais comme je suis un mec trans, je sais très bien que ma voix correspond pas à ma face, quoi. Donc il y a un problème. Et là où ça s'est accentué au début du traitement hormonal, de la prise d'androtardil, c'est que j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite. Et du coup, j'étais très frustré et encore plus dysphorique. Ça me rajouterait de la dysphorie, par exemple, je sais pas, au niveau de la pilosité. Je voyais que ça commençait à arriver, j'étais très content. Mais d'un autre côté, ça allait pas assez vite. Du coup, j'étais frustré et encore plus dysphorique et encore plus, ah putain, je suis un mec, mais je ressemble pas à ce que je voudrais et voilà. J'espère que vous cernez un petit peu ma dysphorie. Maintenant, au bout de plus de 2 ans de testo, j'ai plus trop de rapport à ma dysphorie. J'en ai surtout l'été, notamment avec la piscine. Parce qu'étant donné que je suis pas opéré, j'ai pas fait de mammectomie, c'est très délicat pour moi d'aller à la piscine. Après, c'est plus de la dysphorie liée à la société, je dirais, parce que moi je suis très à l'aise avec mon corps. Et à la limite, si je pouvais, je me ferais pas forcément opérer. Mais pour être mieux en société et pour pouvoir ne serait-ce que me baigner et ne pas avoir de regard ou être à l'aise et pouvoir me dévoiler un peu plus, voilà. C'est pour ça que je me dis que ma dysphorie au niveau de mon torse, il est surtout sociétal, je pense. Je dirais que ma dysphorie est très sournoise. Pourquoi? Parce que elle vient tout le temps en level up. Ça va commencer tout le temps quand je me maquille. Quand je vais voir que ma barbe est toujours présente, même si je viens de la raser. Je déteste dire ce mot, mais voilà. J'ai la calvitie. Donc du coup, c'est pas la chose la plus féminine qu'on peut avoir. Ma voix me joue beaucoup des tours parce que, enfin, quand j'ai réussi à me trouver belle physiquement, ma voix me rappelle que je suis toujours née dans le mauvais corps. Après ma taille, je dirais, parce que je suis une grande fille, je dirais c'est une force et aussi une dysphorie à la fois, dans le sens où les gens ne me font pas trop chier dans la rue parce que je suis quelqu'un de très grande. Je mesure 1m84, 87, je crois, je sais pas exactement.
Mais aussi, du coup, ça revient à la troisième question. Oui, j'ai de la dysphorie souvent quand je dois aller dans les cabines d'essayage ou dans les toilettes parce que, encore, ma taille n'est pas une taille classique des femmes. Après, les gens vont peut-être regarder my hairline, ensuite ma voix. Enfin, du coup, ouais, c'est un peu un crescendo de tout ça quand je vais dans les toilettes et dans les cabines d'essayage. Du coup, souvent, j'y vais accompagné ou j'y vais pas, en fait. Ou quand j'y vais, je ferme juste ma gueule et je trace ma route et je vis ma vie. Bah justement, moi je suis dans un milieu qui est super masculin, donc je travaille dans le cinéma. Et c'est hyper galère d'être reconnu comme non-binaire en fait, parce que juste on n'existe pas. Et donc ça veut dire que systématiquement, moi je vais être crédité comme chef opérateur et je vais pas aller commencer à embêter les réalisateurs, même si c'est des copains avec chef opérateuriste, parce que bon, déjà ils vont pas tous comprendre. Et puis ensuite ils vont pas tous le faire. Et derrière, à la réception du public, le public va pas comprendre aussi. Du coup, j'ai pas envie de les embêter avec ça. Mais en même temps, ça veut dire que systématiquement, je vais être genré au masculin sur les génériques, pendant le tournage aussi, et sur toute la chaîne de production en fait. Et ça, ça me rend, à la longue, ça me rend très dysphorique. Et sinon, dans le reste de mon environnement, c'est aussi beaucoup dans la famille, parce que quand on est non-binaire, déjà, par défaut, on n'est jamais non-binaire. Par défaut, on est homme, femme, voilà, point. Et les gens ne vont pas commencer naturellement à genrer au masculin, donc si on veut être genré correctement, on est obligé de faire un coming out. Et ça, c'est le plus dur en fait. Il y a des moments où, ne serait-ce que dans les toilettes, enfin c'est des choses très basiques, mais dans les toilettes au restaurant, vu que c'est genré, il y a ce truc de on fait la queue parce que le toilette fermé il est déjà occupé et il n'y a que les pissotoires qui sont disponibles et où on se regarde un peu tous. Enfin voilà, il y a des moments un peu gênants comme ça. J'en ai ressenti quand je me retrouvais dans certains lieux, comme par exemple dans les vestiaires ou dans les toilettes publiques. Je dois vraiment choisir entre homme ou femme, donc c'est très binaire et ça me pose énormément de problèmes parce que j'aimerais juste me dire ok, maintenant je vais aux toilettes et pas devoir choisir entre une ou l'autre catégorie. Donc ce que je fais en général, c'est que je choisis la catégorie où je serai mieux vu par la société. Du coup, c'est du côté homme. Encore au niveau des papiers aussi, même si tous mes changements ont été acceptés, mes papiers sont pas encore à jour parce que c'est très long. Et là aussi, ça peut être un peu chiant. Il y a aussi la gynécologue. C'est très très embêtant parce que la société de nouveau pense qu'il n'y a que les femmes cisgenres qui pourraient avoir un vagin, alors que peu importe ton genre, tu peux avoir n'importe quel organe génital, ça ne change absolument rien. Donc c'est de nouveau très compliqué à ce niveau-là. Il y a aussi quand je suis au sein d'un groupe de mecs cis, là je vais avoir du mal à vraiment me sentir à l'aise et à vraiment me sentir encore... je me sens légitime, mais d'un autre côté, je me sens pas comme un mec cis, ce qui est, je pense, une fierté. Enfin, moi, je trouve ça très bien de ne pas être un mec cis. Mais voilà, il y a des moments comme ça où je me sens pas hyper bien. C'est quand je vois que quelqu'un me perçoit de manière différente parce que je suis trans. Et là, ça va me provoquer de la dysphorie parce que je me dis que la personne me voit vraiment pas comme si j'étais un être humain. Ou alors aussi quand la personne, je sens qu'elle m'impose des schémas cis hétéronormés, notamment dans mes relations intimes ou amoureuses, sans mon accord en fait, et qui sont totalement déréglés de la réalité d'une personne trans et du coup de ce que je vis réellement. C'est surtout physique, mais c'est vrai que si on m'appelle par mon dead name, j'ai un peu de mal. Par exemple, quand on me dit madame, j'ai de plus en plus de mal, j'ai de plus en plus de dysphorie par rapport à ce genre de choses depuis que j'ai commencé ma transition. Parce que maintenant je me sens homme et du coup j'ai un peu plus de mal avec ça. Alors oui, ma dysphorie se manifeste quand je me regarde dans le miroir, mais en général, c'est surtout quand les gens me mégenrent. Quand les gens emploient le mauvais pronom, le mauvais prénom, et surtout quand ils se reprennent pas, c'est vraiment dans ces moments-là que c'est le plus désagréable. Ça te rappelle clairement que t'es pas né dans le bon corps. Pour moi, la dysphorie de genre ne se traduit pas que physiquement, puisque dans mon quotidien, je reçois plus de madame, mademoiselle, elle, jolie, etc., que de monsieur, jeune homme. Donc ça me met très vite mal à l'aise. Se faire mégenrer au quotidien entretient l'état de dysphorie de genre, de mal-être vis-à-vis de son corps et de son genre.
Ça nous rappelle constamment, quotidiennement, qu'on est né malheureusement dans le mauvais corps. Le fait que j'ai encore certaines manières efféminées, que j'apprécie encore certaines activités attribuées aux femmes, entre guillemets, que j'aime encore porter certains vêtements de femmes, et le fait que je me conforme pas à ces stéréotypes de genre, ça accentue vachement la dysphorie. Ça accentue le mal-être, parce que d'un côté, on se sent un petit peu illégitime. Ce qui me rend dysphorique en dehors des aspects physiques et corporels, c'est lorsque l'on m'appelle madame, ou lorsque l'on dit les filles, comme par exemple bonjour les filles, au revoir les filles, quand je suis dans un groupe. Et j'ai beaucoup de mal avec les termes madame et monsieur. Je pense qu'on pourrait tout simplement dire bonjour quand on entre dans une boulangerie, qu'on nous dise bonjour, au revoir, au lieu de bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur. Ou alors si on me dit bonjour meuf, enfin tous ces termes-là très explicites, très genrés, me gênent. Les simples bonjour dans les magasins. Oh, bonjour madame, bonjour monsieur. Pourquoi pas un simple bonjour, ça suffirait je pense. Donc voilà. J'ai eu de la dysphorie par rapport à mes habits, j'ai eu de la dysphorie par rapport à mon rôle de parent. Et le fait d'avoir essayé de m'habiller en femme, en tout cas dans les stéréotypes, essayer de m'adapter au code de langage physique ou verbaux et au rôle de parent de maman, ça a fait un gros déni, et ce gros mal-être a créé des réels maux physiques au point où j'avais tellement mal à la gorge que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Et puis pour finir, ça s'est révélé juste que c'était la dysphorie, que ma voix, je l'acceptais pas. Moi j'ai connu plutôt l'euphorie de genre au début. J'étais heureux quand on m'appelait il ou le jeune homme ou ce genre de truc. Donc, au début, moi j'étais juste content et puis je savais pas ce que c'était que la transidentité et j'ai découvert. Une fois que j'ai découvert, j'ai aussi découvert ce que c'était que la dysphorie. Parce que du coup, une fois qu'on sait ce qu'on est, c'est beaucoup plus difficile quand on le dit aux autres. Quand on dit aux autres de nous appeler, pour moi c'était Isaac, par les pronoms il, lui, c'était compliqué parce que les autres ils comprennent pas forcément. Donc vraiment, pour moi c'était vraiment par rapport au regard des autres. J'ai un comportement très masculin dans le sens de la manière dont je me tiens. En fait, je me vois comme un garçon efféminé, c'est trop bizarre. Et après, dans la manière dont je m'exprime, par exemple, je vais jamais dire je suis chaude pour faire ça, je vais dire je suis chaud. Pas mal de termes comme ça où je me genre plus au masculin. Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi entouré dans ce piège des stéréotypes de genre. Alors, j'avais de la chance, mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, mais c'était quelque chose que je voyais constamment autour de moi tout de même. Et aujourd'hui, et même depuis un petit moment maintenant, je me bats contre ça, parce que ça m'énerve tout simplement. Je pense que ça crée beaucoup de complexes et ça enferme beaucoup de personnes dans des rôles dans lesquels ils ne se sentent pas pleinement eux-mêmes. Perso, c'est pas le fait que j'ai jamais aimé le rose qui va faire plus de moi un homme, ou le fait que j'ai kiffé jouer au Barbie qui va faire moins de moi un homme pour autant. Je pars dans des stéréotypes classiques, mais en fait on peut tous avoir tout type d'envie et de traits de caractère, qu'on soit homme, femme ou non-binaire. Concernant les stéréotypes de genre, malgré ma non-binarité, je suis principalement des codes de stéréotypes de genre, principalement masculins, notamment pour éviter de me faire mégenrer quand je sors dans la rue, même si pour moi rien n'a de genre, que ce soit les vêtements, le sport, le sexe, tout ça, pour moi rien n'a de genre, mais la société fait que je n'ai pas envie de me faire mégenrer en tant que madame. Mais plus le temps avance, moins je ressens ces dysphories ou ce besoin de correspondre à des stéréotypes de genre pour bien me faire genrer, parce que j'ai la chance de toujours évoluer dans des milieux assez LGBT et du coup d'être acceptée peu importe ma tenue, peu importe mon expression de genre sur le moment, et peu importe si je suis plutôt des stéréotypes de genre plutôt féminins par exemple en portant du maquillage,
ou si je suis des stéréotypes de genre plutôt masculins. C'est que je suis, malgré mes propres opinions là-dessus, on va dire, obligée d'y avoir recours, on va dire. Afin de donner un peu plus l'impression d'être bien du genre auquel que je revendique étant le mien. Essayer d'être raccord en fait avec ce à quoi ressemblent les autres hommes en l'occurrence, afin qu'on soit identifié comme tel. Je me disais que si je passais ma main dans mes cheveux ou si je croisais les jambes, les gens allaient se dire c'est pas un vrai trans, il a encore des choses de femme en lui. C'est complètement débile, hein, mais voilà. Maintenant je le fais moi, si j'ai envie de croiser les jambes, je croise les jambes. Du coup, oui, je suis les stéréotypes de genre je vais pas mettre de robe, je m'habille dans le rayon homme. Mais je sais pas si je les utilise vraiment pour montrer que je suis un homme. Je veux dire, si j'aimais les robes, je mettrais des robes. Mais j'aime pas, donc j'en mets pas. Je rigole beaucoup de ça, je fais beaucoup de blagues à ce sujet, je suis le premier à déconner là-dessus. Et c'est pas du tout parce que je suis pas à l'aise avec ça, bien au contraire, c'est vraiment parce que j'en suis fier. Et je pense qu'il faut en rire énormément. Il y a des situations très cocasses avec la transidentité qui font que, bah voilà, faut en rire. Et faut un peu se moquer de ce qui nous arrive aussi, sinon on va faire que pleurer et c'est pas spécialement cool. Les stéréotypes de genre, on y est forcément exposé. Après, moi je choisis de pas trop les utiliser, enfin, je fais rien de particulier. Ça arrive que je mette du maquillage quand j'ai envie et que j'ai le courage aussi, mais souvent j'en mets pas tant parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai peur en fait d'être jugé ou pire. D'autres choses comme par exemple le maquillage, de temps en temps j'aime bien en mettre, j'aime bien voilà, mettre un peu de mascara, un peu de vernis, un peu de fond de teint et d'autres choses comme ça, mais parfois ça joue pas forcément en ma faveur parce qu'on va m'appeler madame, donc c'est ça aussi qui est très contraignant, parce qu'au final le maquillage c'est pour tous. Et c'est pas de nouveau que pour les femmes. Une femme qui est masculine, on va pas l'embêter, on va la laisser tranquille. Par contre, un homme, par exemple, qui veut mettre des robes, mettre des jupes, se maquiller, ça va très très mal passer. Et il faudrait que ça s'arrête, ça, qu'on puisse être libre de faire ce qu'on veut. Du moment qu'on s'affirme, que ce soit dans une opinion, dans un genre, dans un rôle, on se fait des ennemis. En tout cas, on a des difficultés, c'est une réalité. Mais c'est aussi, je trouve, moins difficile d'avoir des disputes que de ne pas être en accord avec soi-même. Et pour finir, on est beaucoup plus heureux en étant soi-même et en faisant abstraction du rôle qu'on veut nous donner.